découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Leslie Varenne. Bonjour Leslie. Bonjour. Alors vous êtes directrice de recherche à l'IVERIS, l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques, et vous êtes notamment une spécialiste de l'Afrique. Merci de répondre à cette interview. Merci de me demander de répondre. Alors cette interview porte sur la situation politique ivoirienne en ce début d'année 2020, année des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Alors avec un point que beaucoup d'internautes auront noté, c'est que Laurent Gbagbo est toujours bloqué en Belgique suite à son procès à la CPI. Laurent Gbagbo qui aurait été, de l'avis de beaucoup, le principal opposant à Ouattara, le président sortant, s'il avait pu être en Côte d'Ivoire pour ces élections. Alors quelle est votre analyse de ce simple fait que Laurent Gbagbo soit toujours bloqué en Belgique à l'issue du procès? En Belgique est absolument incompréhensible d'un point de vue du droit. J'avais appelé ça, lorsque ça a été fait, la jurisprudence de Gbagbo, puisqu'il a été acquitté, donc il aurait dû pouvoir rentrer en Côte d'Ivoire. Tout à fait. La CPI qui fait un peu ce qu'elle veut et se moque un peu du droit, a considéré il pouvait être encore bloqué en attendant un éventuel appel du procureur. Tout ça est assez incompréhensible d'un point de vue du droit d'abord, et on voit bien que c'est une stratégie politique. Je pense que Laurent Gbagbo est pas très bien défendu par ses avocats, parce que normalement ça aurait dû être un tollé, et pas seulement un tollé. Cette décision de la CPI aurait dû être un tollé pas seulement vis-à-vis des partisans de Laurent Gbagbo, mais aussi ça aurait dû être un tollé de la part des universitaires, des juristes, des défenseurs des droits de l'homme notamment également. Des défenseurs des droits de l'homme, bon, moi j'attends pas beaucoup des ONG, mais les juristes, les universitaires, les avocats auraient quand même dû se mobiliser, parce que c'est quand même une première dans l'histoire que quelqu'un soit acquitté et gardé sous des conditions drastiques, pas le droit de parler, pas le droit de bouger de son quartier en Belgique. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. Il apparaît que c'est vraiment une stratégie pour empêcher Laurent Gbagbo de rentrer en Côte d'Ivoire. Mmh. Alors dans ce contexte, il y a eu également récemment la visite d'Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire, avec plusieurs faits marquants. Est-ce que vous pouvez commenter en quelques mots cette visite? Alors, cette visite était incompréhensible à plusieurs titres, parce qu'on sait que c'est une année d'élection présidentielle extrêmement tendue. On sait aussi que les opposants réclament à corps et à cri une CEI indépendante pour avoir enfin des élections libres, crédibles, transparentes. On sait aussi que les élections en Côte d'Ivoire se passent toujours mal. Donc, je ne comprenais pas, je n'ai pas compris pourquoi Emmanuel Macron se rendait à ce moment-là en Côte d'Ivoire. S'il le faisait, il fallait qu'il donne des gages à l'opposition. Il aurait fallu au moins qu'il rencontre l'ancien président Bédier, qui sera probablement candidat, mais qui est une figure de l'opposition. Il aurait fallu donner des gages à l'opposition pour que cette élection se passe de la manière la plus calme possible, compte tenu de tous les enjeux d'une élection ivoirienne. Or, il n'a rien fait de ça. Apparemment, ses conseillers ont rencontré quelques opposants, mais il n'a pas donné ces gages-là, et il a été vis-à-vis d'Alassane Ouattara. Il a été plus qu'amical. Il a fêté son anniversaire là-bas. Il y a eu des gestes très chaleureux entre les deux hommes, ce qui a été pris comme un adoubement par les opposants, par une partie de la population ivoirienne, comme un adoubement d'Alassane Ouattara. À mon avis,
compte tenu du contexte, à la fois du contexte ivoirien, mais aussi du contexte sous-régional dont on parlera après si vous le voulez bien, c'est une erreur majeure. On sait depuis 2011 que dès que Alassane Ouattara se sont soutenus par la communauté internationale, il s'autorise à faire ce qu'il veut, il s'autorise à dépasser un peu les limites. Il y avait eu en 2018, la Commission européenne avait fait un rapport assez dur sur la Côte d'Ivoire. Là, le président Ouattara avait entendu, et après ce rapport assez dur, il avait donné des signes d'ouverture et il avait fait une amnistie. Alors, l'amnistie ne concernait pas tout le monde, puisqu'il y a encore des officiers de Gbagbo qui sont depuis 2011 qui sont dans les geôles et dans des conditions extrêmes. C'est très dur pour eux, c'est très dur pour leurs familles, qui sont encore dans les prisons ivoiriennes, mais il avait amnistié un certain nombre de personnes et il avait donné des signes d'ouverture. Là, après avoir été adoubé d'une telle manière par le président français, il a donné des signes de fermeture, et tout ce qui s'est passé après est le signe que Ouattara sent qu'il a eu une carte blanche pour faire ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Alors j'allais venir justement, il y a eu le mandat d'arrêt international qui a été émis contre Guillaume Soro, qui était son ancien allié justement au moment des troubles qui se sont passés, on va dire, du début des années 2000, pour faire simple, jusqu'à 2010-2011, au moment de la prise de pouvoir de Ouattara. Guillaume Soro, qui était un petit peu son général de bataille, donc il a émis un mandat d'arrêt international contre son ancien allié, qui a été président de l'Assemblée nationale, je crois. Oui, alors ça, si vous voulez, quand on suit la Côte d'Ivoire depuis très longtemps comme moi, ces faits-là s'inscrivent dans une histoire qui date de 94, et c'était la succession à Houphouët-Boigny, que j'avais appelé dans mon livre à Bobo la guerre des diadoques. Vous savez, ces prétendants au trône de l'empire d'Alexandre le Grand qui se sont déchirés et qui ont déchiré l'empire pour avoir un morceau du trône. Et donc on rentre là dans tout ce qui s'est passé depuis 94, les alliances, les mésalliances, les amis, les ennemis. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire quand même, ils ont tous été à un moment donné amis, ennemis, ils se sont tous retournés. Donc là, on a un nouveau retournement de l'histoire où un proche de Ouattara qui dit lui-même qu'il a déstabilisé la Côte d'Ivoire en 2002 pour Ouattara, c'est lui qui le dit. On a quelqu'un qui a participé à la mise en place d'Alassane Ouattara en 2011, qui se retourne contre lui, et c'est à nouveau une guerre fratricide. Et là, c'est une guerre fratricide entre gens du Nord, en plus. Alors, Guillaume Soro, il est réfugié en France. Est-ce que vous pensez que ce mandat d'arrêt international, il sera mis à exécution ou par les pays, notamment européens? Bon, je ne le pense pas. En plus, même si le mandat d'arrêt international était mis à exécution, il y a énormément de recours possibles. Ça peut durer des années. On le voit bien avec François Compaoré actuellement. A aussi un mandat d'arrêt international et qui depuis 4 ou 5 ans n'a pas encore été remis au Burkina Faso, ce qui est une tension, une demande des autorités burkinabées. Donc même s'il était émis, Guillaume Soro a des recours. D'accord, très bien. Et dans ce même contexte, il y a eu également la condamnation de Charles Blé Goudé à 20 ans de prison. Donc Charles Blé Goudé, lui, il était plutôt un lieutenant de Gbagbo. Qu'est-ce qu'on peut dire également de cette condamnation, donc condamné en Côte d'Ivoire alors il est bloqué actuellement lui en Hollande, enfin aux Pays-Bas maintenant parce qu'il faut plus dire la Hollande. Ça participe à ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, c'est la grande politique ivoirienne. Cette condamnation est elle aussi incompréhensible parce qu'il a déjà été mise en cause à la CPI pour certains faits. Donc normalement, je ne suis pas juriste, mais normalement en droit, on n'est pas jugé 2 fois pour le même. On ne peut pas pouvoir juger 2 fois pour les mêmes choses. Tout à fait. Donc on voit bien que c'est une stratégie pour éloigner tous les chefs de file ou les personnes
personnalités de cette élection de 2020. Ça fait quand même beaucoup. Donc une personne bloquée en France, une en Belgique, une aux Pays-Bas. Et alors dans ce contexte-là, Le président Bédier. oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, j'allais y venir. Quelle va être dans ce contexte la stratégie d'Henri Conan-Bédier du PDCI, lui qui a été un ancien, qui a eu un parcours assez particulier, qui a été à un moment qui s'est retiré au deuxième tour au moment de l'élection contestée de Laurent Gbagbo en 2010. Donc du coup, quelle va être sa stratégie aujourd'hui? Parce qu'il se semble plus très ami avec Ouattara aujourd'hui. Alors oui, il a été, voilà, ça fait partie de tout ce que je vous disais tout à l'heure, hein, et il a été ennemi de Ouattara, et ils ont tous été, à un moment donné de leur histoire, ils ont tous été en exil, que ce soit Ouattara, que ce soit Bédier, que ce soit Gbagbo, ils ont tous été à un moment donné ou de l'autre en exil. C'est vrai que Alassane Ouattara n'a pas tenu ses promesses face au président Bédier. Il avait dit je fais un mandat, après ce sera le tour du PDCI. Finalement, il fait 2 mandats et ça aurait dû être le tour du PDCI. Il n'a pas tenu ses promesses et là, le président Bédier ne lâchera plus. Je ne vois pas le président Bédier revenir avec Alassane Ouattara. Ça, c'est pas possible. Donc, la stratégie de Bédier, c'est s'inscrire dans l'opposition. Mais du coup, il est un peu une opposition dure, mais ça va être difficile parce que là, la situation est très tendue. Au même moment où il y avait le mandat d'arrêt contre Guillaume Soro, il y a des députés qui ont été arrêtés. Il y a eu des personnalités du PDCI qui ont vu leur domicile encerclé par la police. Donc tout ça, nous, vraiment, on n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on peut dire que le Ouattara applique une stratégie complètement opposée à celle de Gbagbo, qu'avait eu Gbagbo au moment des précédentes élections? Gbagbo avait été pour l'ouverture démocratique, y compris aux opposants armés, alors que là, Ouattara, il ferme le débat démocratique aux opposants qui devraient normalement pouvoir se présenter. Ouattara a une position antidémocratique finalement. Ça avait été beaucoup reproché à Gbagbo, y compris dans son camp, de permettre à ses opposants armés, qui avaient mis un peu le Côte d'Ivoire à feu et à sang, de pouvoir participer aux élections. Ça lui avait été beaucoup reproché. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose qu'ait faite Laurent Gbagbo sur ce sujet, et je ne sais pas si c'est la meilleure chose d'avoir signé des accords de Ouagadougou. Je pense qu'il doit le regretter parfois. Mais il est vrai que Laurent Gbagbo a toujours donné des signes. C'est lui qui permet à Bédier Ouattara de rentrer d'exil. Il ne faut pas l'oublier. Et aujourd'hui, on ne lui renvoie pas la balle. Voilà, il avait été très démocrate, certains diront trop démocrate, et peut-être trop naïf, diront certains, mais ça c'est un long débat. Que pouvait-il faire? Il était un petit peu pieds et poings liés, c'était assez compliqué. On ne peut pas refaire le match de toute façon. Une volonté de la communauté internationale d'organiser des élections, ouais. Elles avaient duré 10 ans, donc il fallait qu'il y ait des élections. Mais elles ne pouvaient pas se faire dans la situation où elles se sont faites en 2010, où le pays était encore coupé en deux, avec une partie du Nord tenue par les rebelles. Oui. Donc elles n'auraient pas, et Thabo Mbeki l'a souvent répété, les élections présidentielles n'auraient pas dû se tenir dans ces conditions-là. Mais elles se sont faites, on sait ce qui s'est passé. Si vous voulez, il y a une leçon de l'histoire à tirer quand même dans cette affaire-là. C'est qu'en 2011, la France, mais pas seulement la France, hein, les États-Unis, souvenez-vous, Obama qui avait appuyé Laurent Gbagbo pour même le FMI. Un poste de professeur d'histoire aux États-Unis. Il y avait l'ONU, les États-Unis et la France qui ont décidé de régler un conflit électoral de manière armée. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit de quoi? Que rien n'a été réglé. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire se retrouve dans une situation, je dirais pas pareil qu'en 2010, parce que le pays n'est pas coupé en deux, mais dans la même situation, avec les mêmes protagonistes, et c'est un peu une gifle à ceux qui ont décidé de faire la guerre en Côte d'Ivoire pour un conflit électoral. Mais alors espérons quand même dans ce contexte que les nombreux appels à la réconciliation nationale soient entendus, même si effectivement toutes les tendances politiques ne pourront pas forcément s'exprimer pendant ces élections. On va voir effectivement quelle va être la stratégie d'Henri Conan-Bédier. Est-ce qu'il va pouvoir réunir derrière lui
toutes les forces d'opposition. Ça paraît un peu compliqué. Oui, ça, il pourra. Non, non. Il y a là, en ce moment, justement, après le passage de Macron où la situation s'est tendue brusquement parce que Ouattara a cette carte blanche, et il y a une alliance, et on le voit bien, de tous les opposants, et on le voit bien, parce qu'après le mandat d'arrêt international lancé contre Guillaume Soro, tout le monde, même la plateforme EDS des pro-Gbagbo a condamné. Et donc, il va y avoir un tout sauf Ouattara qui va se mettre en place. Mmh. Très bien. Eh bien, Leslie Varenne, merci beaucoup pour vos analyses et vos réponses. Je rappelle que vous êtes directrice de recherche à l'IVERIS, l'Institut de veille et d'études des relations internationales et stratégiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à bientôt. vous. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.